sur Dr Sango, les FAMA qui ont réussi à récupérer Kidal, on le sait, après le départ des troupes françaises, le départ des forces maintien de la paix des Nations Unies, l'on annonçait un chaos total. On n'espérait pas que les forces maliennes puissent contrôler le pays ou alors enregistrer de telles victoires. Aujourd'hui, la reprise de Kidal. Votre analyse? Oui, je pense que c'est une très bonne nouvelle parce que les FAMA démontrent du point de vue, n'est-ce pas, stratégique que l'Afrique peut se défendre. Que l'Afrique peut se protéger et que l'Afrique peut penser elle-même sa propre défense. C'est une victoire qui vient davantage démontrer l'échec des opérations des Nations Unies, des maintien de paix des Nations Unies en Afrique. Un échec patent qui montre que ces Nations Unies-là, ces forces étrangères sur le territoire africain ne jouaient pas un bon jeu. Et ces forces-là étaient là plutôt pour entretenir une duplicité, une hypocrisie internationale qui consistait tout simplement à exploiter les ressources et les matières premières des pays africains. Il faut dire, lorsqu'on fait par exemple l'historiographie politique de ces forces de mission, de maintien de la paix des Nations Unies dans le monde, il faut dire que ces forces-là sont présentes presque juste après les indépendances des pays africains. Et qu'aujourd'hui, 60 ans après ou 65 ans après les indépendances aujourd'hui, le problème du terrorisme n'a jamais été endigué. Et je pense que c'est un indicateur qui montre bien que si ces forces-là étaient la solution pour la sécurisation du continent africain, c'est qu'il y a longtemps que le continent africain est prémuni contre le terrorisme. Si cela n'a pas été ainsi, c'est parce que ces forces-là ont d'autres objectifs, ont d'autres visions. L'embouteillage sécuritaire qu'on observait dans cette sous-région du G5 Sahel était un problème. Était un problème parce que on n'avait pas seulement les forces des Nations Unies dans ce territoire-là, encore moins dans ce pays qu'on appelle le Mali. On avait au même moment les forces des Nations Unies, les forces américaines, les forces françaises, Barkhane, Serval, etc. À mon avis, du point de vue opérationnel et tactique, ça causait un problème. Parce qu'on ne savait pas qui faisait quoi, à quel moment et pourquoi. Vous pensez que ça avait un impact sur l'efficacité des forces maliennes? Effectivement, du point de vue opérationnel, laissons même l'affaire de l'hypocrisie internationale, etc. Du point de vue opérationnel, ça cause un problème. On ne peut pas quand même vouloir endiguer quelque chose et multiplier autant d'institutions pareilles pour, à terme, ne pas atteindre d'objectifs. Et c'est ce que un de mes maîtres appelle la gesticulation institutionnelle. Cette approche qui consiste à créer des institutions pour montrer qu'on veut véritablement lutter contre quelque chose, alors qu'en réalité, on est en train de faire du saupoudrage. Donc, à mon avis, je pense que cet embouteillage institutionnel était un problème. À côté de cet embouteillage institutionnel, il y avait encore donc cette mauvaise volonté des puissances internationales qui était tout simplement là pour maintenir le chaos à l'effet d'exploiter les ressources naturelles. Et c'est logique lorsqu'on fait l'histoire de l'Afrique, en prenant par exemple pour recours historique le congrès de Berlin de 1885, où les puissances occidentales ont délibérément partagé le monde. Elles se sont partagées le monde et elles ont dit que l'Afrique devrait tout simplement être un territoire qui devait être sous l'influence d'un certain nombre de pays et qui ne pouvait pas avoir le droit de se développer. Cette Afrique-là qui devait tout simplement rester dans le chaos, parce que dans la division de ces puissances occidentales lors du congrès de Berlin, il était question de créer deux mondes, un monde du centre et un monde de la périphérie. Le monde du centre qui était le leur devait se maintenir et tourner justement à partir des ressources exploitées dans le monde de la périphérie, qui lui devait rester dans le chaos infini. Donc c'est cette philosophie-là qui a orienté les rapports entre les pays occidentaux et l'Afrique aujourd'hui et qui caractérise aujourd'hui le fait que les puissances africaines n'arrivent pas à se développer et à vaincre le terrorisme. Donc moi je pense que la victoire des FAMA aujourd'hui
c'est un enjeu, un élément qui vient démontrer l'échec des puissances occidentales. Aujourd'hui, nous sommes en train de voir que l'Afrique peut se départir de ses forces occidentales. L'Afrique peut aujourd'hui penser sa propre sécurité. Parce qu'il faut dire que les FAMA aujourd'hui sont sur le terrain. Elles ne sont pas là peut-être avec le renseignement dicté par une puissance internationale. C'est les FAMA aujourd'hui qui pensent leur propre défense, qui sont sur le terrain et qui sont peut-être assistés par leurs partenaires russes, qui du point de vue technique restent sincères comparés aux puissances occidentales. On voit que la collaboration ou la coopération entre le Mali et la Russie aujourd'hui, sur le plan sécuritaire, est en train de porter les fruits. Et ces fruits-là, nous sommes en train de les voir aujourd'hui à travers cette victoire de Kigali. Non, Madame Sike, il faut dire qu'aujourd'hui, le gouvernement malien est dans une très bonne trajectoire. Une trajectoire qui voudrait que tout soit impulsé par les acteurs locaux. Oui. On n'a plus besoin d'avoir des injonctions. On n'a plus besoin qu'on nous dise quoi que ce soit. Parce qu'en 2012, lorsque François Hollande venait installer la force Serval, on a vu la philosophie qu'il avait, n'est-ce pas, ici dégagée lorsqu'il le faisait. Il avait interdit à un certain moment donné aux FAMA de traverser le Nord. Le Nord était dans une logique, n'est-ce pas, de sécession. On avait un projet de diviser le Mali. C'est ça qui était sur l'agenda. Donc aujourd'hui, on voit que Goïta, ayant compris cela, il a donc pris une autre trajectoire qui consiste à dire non à ces puissances occidentales et à prendre les choses en main. Aujourd'hui, on voit que Goïta a une philosophie, du moins une idéologie pour son pays. Il n'est pas là en train de tergiverser. Il pose les pas au fur et à mesure. Et on comprend maintenant le plan qu'il avait donné lorsqu'il a pris le pouvoir. Il avait donné un plan qui était totalement pratique. Il avait d'abord donné la priorité à la restauration de l'intégrité territoriale. Et on voit qu'il est en train de réussir là-dessus. On voit qu'il ne peut pas passer à une autre étape de son programme si ce projet de l'intégrité, de la restauration de l'intégrité territoriale n'est pas encore réussi. Parce que que ce soit les élections, que ce soit la politique économique et les autres politiques de développement, elles ne sont conditionnées à l'intégrité territoriale. Parce qu'on ne peut pas penser le développement, on ne peut pas penser la prospérité dans un pays si l'insécurité est ambiante. Donc, Goïta est donc en train de remporter cette victoire-là de la première phase de son programme qui est la restauration de l'intégrité territoriale. Et une fois donc que Kidal sera donc sous l'autorité du gouvernement malien, oui. Le gouvernement malien pourra cette fois-ci passer à d'autres enjeux tels que l'organisation des élections, tels que le développement économique et bien d'autres encore. Aujourd'hui, moi je pense que Goïta a rompu les ambitions des puissances occidentales. Parce que lorsque vous voyez cette victoire-là, il faut également mettre en exergue l'accord de Alger. Accord de Alger qui était encore un élément qui, à mon avis, annihilait le processus de sécurisation du Mali. Oui. Parce que l'accord d'Alger, à mon avis, c'est un accord qui ne consistait pas à recouvrir Kidal. C'est un accord qui mettait sur la table les rebelles et le gouvernement, qui donnait injonction ou alors qui voulait que le gouvernement malien collabore avec les terroristes. Parce qu'au nord du Mali, ce ne sont pas les Maliens qui sont là-bas, ce sont les terroristes qui se sont déportés ou déversés dans cette localité à la suite de la déstabilisation des pays frontaliers tels que la Libye, le Soudan, le Tchad, etc. etc. Donc, moi je pense que Assimi Goïta avait compris que cet accord d'Alger-là entrait dans le processus d'instrumentalisation et de manipulation des accords et des traités internationaux. Vous savez que c'est à partir de ce genre d'éléments que les puissances occidentales généralement pensent et imposent au gouvernement souverain un certain nombre d'éléments qui ne sont pas généralement en phase avec l'ambition de sécurisation et l'ambition de développement. Nous avons en histoire ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, les accords de Linus Marcoussi,
qui avait participé à mettre de côté Laurent Gbagbo. C'est le jour où Laurent Gbagbo avait signé les accords de Linus Marcoussi qu'il a signé sa déstabilisation. On peut également prendre sur l'échelle internationale les accords de Minsk avec ce qui se passe aujourd'hui entre l'Ukraine et la Russie. On peut également convoquer sur le plan international ces multiples accords entre Israël et la Palestine. On voit que c'est des accords, c'est des accords, c'est des accords, c'est des accords. Donc, moi je pense que Assimi Goïta a compris que il était important de mettre cet accord-là de côté et de prendre le problème de sa défense en main. Parce que moi j'étais de ceux qui disaient que on ne doit pas négocier à Kidal. Oui. Ce que le Mali devrait faire et qu'ils ont fait finalement, c'était d'implémenter ce que Max Weber appelle le monopole de la violence physique légitime. Il est question qu'on impose l'autorité de l'État à Kidal. Parce qu'à partir du moment où vous procédez par la négociation, à partir du moment où vous coopérez, il y aura des chantages. Il y aura, n'est-ce pas ici, des zones sur lesquelles ces rebelles-là, en concubinage avec les autorités internationales, vont vous tenir. Donc aujourd'hui, moi je pense que avec cette victoire-là, le gouvernement Goïta a compris que c'était l'imposition du pouvoir qui était important. Et une fois que l'autorité de l'État sera imposée dans cette localité-là, c'est ce que le gouvernement malien aura voulu qui sera implémenté à Kidal. Voilà. Donc, la volonté de Kidal, c'est que Kidal soit totalement sous le contrôle du Mali. C'est que Kidal ne soit plus une localité contrôlée par les puissances occidentales ou alors une zone à partir de laquelle les puissances occidentales influencera le gouvernement de Mali, de Bamako ou alors le déstabilisera. Aujourd'hui, Kidal doit être un enjeu de développement même du Mali. Parce que lorsqu'on parle même de la deuxième phase qui est la phase économique, pour sortir par là, monsieur Nguéné, on ne peut pas penser au développement du Mali aujourd'hui si Kidal n'est pas sous l'autorité du gouvernement malien. Parce que toutes les richesses du point de vue géographique, lorsque vous faites la géographie minière d'un pays comme le Mali, la majorité de ces richesses naturelles et stratégiques se trouve au nord, qui est Kidal. Et on comprend donc pourquoi cette zone-là est aujourd'hui chrysogène. Pourquoi les puissances occidentales veulent que cette zone-là ne soit pas en sécurité, veulent que cette zone-là échappe au contrôle du gouvernement malien pour que ces richesses-là, ces matières premières-là soient exploitées et galvaudées au détriment de l'intérêt du peuple malien. Donc, pour ma part, je pense que c'est une victoire qu'il faut, n'est-ce pas, saluer et qu'il faut encourager en disant au gouvernement malien de rester en éveil. Parce que le retrait, par exemple, de ces rebelles-là peut aussi être stratégique. D'accord? D'ailleurs, ils l'ont relevé, Dr Sango. Ils ont parlé d'un repli stratégique qui leur permettra de mieux revenir face aux forces armées maliennes du côté de Kidal. Absolument. Donc aujourd'hui, il est question de poser des politiques de défense qui vont dissuader ces forces rebelles-là à revenir. Donc il est important de déclencher une véritable diplomatie frontalière où le Mali doit collaborer avec les pays comme l'Algérie, le Soudan, la Libye et aussi le Tchad. Parce que du côté du sud, on voit que le Mali est déjà en abri en collaboration avec le Niger, avec le Burkina Faso. Il est donc important que du côté du nord, que ce Mali-là soit également en phase avec ses voisins pour que ces rebelles-là soient neutralisés de manière définitive. Merci à vous. N'oubliez surtout pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.